chacune ayant pris de son temps pour venir assister à cette conférence-là. Nous profitons également pour remercier l'IPB dont la collaboration nous a permis aussi d'avoir cette salle-là, une salle qui nous permet de tenir cette conférence-là. Alors, moi, je suis Marcel Kagambega, je suis burkinabé, je suis enseignant de formation. Il me revient aussi de vous présenter très rapidement le Burkina Faso, parce que je pense que même si nos conférenciers aborderont de fond en comble effectivement ces questions-là, mais il faut juste savoir pour ceux qui n'ont pas cette information que le Burkina Faso est un pays de l'Afrique de l'Ouest, sans accès à la mer. Donc anciennement c'était la Haute-Volta, qui devient en 1984 le Burkina Faso, qui veut dire pays des hommes intègres. Voilà. Donc l'intégrité reste un idéal, et vous voyez effectivement sur la carte que vous voyez, vous avez effectivement un certain nombre de pays frontaliers, dont le Mali, le Niger, le Togo, le Burkina Faso, et ainsi de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter? Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie aux exactions terroristes. Donc, depuis 2015. Alors, les pouvoirs successifs qui se succèdent annoncent toujours, on va dire, la résolution de la question sécuritaire comme l'alibi, comme l'élément fondamental pour justifier la prise de pouvoir par les armes. On peut constater que les résultats sont très mitigés. Je ne rentre pas dans certains détails, les conférenciers sont mieux placés effectivement pour en parler. Donc dans un premier temps, nous aurions Dragos Ouedraogo, donc ça a été, qui est expert, et qui est anthropologue, expert au LAM, donc les Afriques dans le monde. Et à ma droite, on a aussi Désiré Méda, qui est médecin biologiste et qui exerce à Poitiers. Je me permets de dire tout simplement que ce sont donc des Burkinabés, des experts en la matière, qui détiennent, on va dire, toutes les ressources nécessaires pour traiter de façon efficiente et efficace ces questions-là. Alors, chaque conférencier aura 15 minutes pour présenter, que ce soit la thématique liée à l'éducation, que ce soit la thématique liée à la santé. Nous avons fait des choix. Les problématiques sont nombreuses. On pourrait parler d'autres problématiques, mais nous avons fait ce choix-là. Et à la fin des deux présentations, il y aura une phase questions. Donc vous aurez effectivement la parole pour poser vos différentes questions et les conférenciers effectivement répondront. Nous aurons une phase aussi vers la fin que nous pourrions appeler que faut-il faire effectivement face à cette situation-là. Voilà. Donc sans trop tarder, Dragos, je vous donne la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence pour cet espace de conversation et de discussion sur des questions très importantes qui préoccupent la vie de millions de gens dans les pays qu'on appelle du Sahel, notamment le Mali, le Niger, le Burkina, mais pas que, parce que dans l'espace sahélien, il faut ajouter des pays comme la Mauritanie, le Tchad, et dans une large mesure, ça va, c'est une carte grise qui va jusqu'en Somalie, en fait. Mais pour ce qui nous concerne, c'est le Sahel ouest africain. Voilà. Et plus particulièrement le Burkina Faso. Donc moi, dans mon intervention, je vais m'appesantir sur le cas du secteur de l'éducation. Effectivement, comme Marcel vient de le dire, c'est depuis 2015 que le Burkina Faso est sous l'emprise des attaques des groupes armés terroristes. Ça a commencé par des attentats et après ça a culminé, c'est allé crescendo et finalement
ces attaques de groupes armés terroristes ont évolué pour devenir maintenant une guerre à l'échelle du pays. Une guerre que nous caractérisons de guerre injuste, qu'on a imposée aux pays du Sahel, dont le Burkina Faso. Guerre qui nous est imposée par les groupes armés terroristes, leurs alliés, et pour défendre des intérêts. Et ces guerres-là plongent les pays du Sahel, dont le Burkina Faso, dans une situation catastrophique sur tous les plans. Au plan économique, au plan social, au plan humanitaire, etc. Et évidemment, des secteurs stratégiques comme l'éducation et la santé, ça touche la vie des populations. Et surtout, le secteur de l'éducation, c'est névralgique. Parce qu'un pays où l'éducation est en berne ne peut pas se développer. Tout pays qui veut se développer, qui a besoin de diffuser le savoir scientifique, le savoir académique, les formations dans tous les domaines, c'est absolument nécessaire. Donc quand ils s'attaquent au secteur de l'éducation, ça a des conséquences non seulement immédiates, mais aussi à long terme. Parce qu'on prive la nation d'un secteur qui est essentiel pour son développement. Alors, dans mon propos, je vais d'abord montrer comment ça a évolué. Quelles sont les formes des violences dans le secteur de l'éducation que les groupes armés imposent aux acteurs de l'éducation, au système lui-même, aux infrastructures, et ceux qui en souffrent aussi, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, etc. Comment ça se manifeste concrètement? Bon, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, des éléments statistiques, mais j'en donnerai quand même un peu, parce que ça permet quelquefois d'illustrer pour montrer quel est le niveau des violences au niveau de l'éducation, quelles sont les conséquences, quels sont les résultats auxquels on parvient si on examine d'un point de vue statistique depuis 2015 jusqu'à nos jours, par exemple. Je vous donnerai quelques éléments là-dessus. Ensuite, je vais m'appesantir surtout sur les conséquences. Les conséquences au niveau des infrastructures, les conséquences au niveau psychologique, les conséquences aussi au niveau de l'organisation du système d'enseignement lui-même qui en pâtit. Il faut dire que, indépendamment de cette crise sécuritaire, le secteur de l'éducation au Burkina, comme dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, du point de vue structurel, c'est un système éducatif déjà qui était en crise. Si on essaie d'observer les différents ordres d'enseignement, le préscolaire, le primaire, ce qu'on appelle chez nous le post-primaire, c'est-à-dire les collèges, et ensuite les établissements secondaires jusqu'à l'université. D'abord, en termes de préscolaire, c'est seulement 3% des enfants qui vont à l'école préscolaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici les maternelles, qui est une phase importante dans le système éducatif parce que c'est le moment de l'éveil. Donc ça veut dire que les enfants, du point de vue scolaire chez nous, il y a seulement 3% qui vont dans ces établissements-là. Ensuite, nous n'avons pas atteint le niveau de la scolarisation universelle, c'est-à-dire qu'au niveau du primaire, encore aujourd'hui, nous n'avons pas un taux de scolarisation important. C'est variable. Tantôt on parle de 73%, tantôt on parle de 81%, mais c'est une moyenne. Parce qu'il y a des régions du pays, notamment le nord, l'est, etc., et certaines zones rurales,
où on est très loin de ces scores-là. Dans certaines zones, c'est de l'ordre de 34%, 43%, etc. Donc, vous voyez que ça veut dire que, encore aujourd'hui, dans notre pays, au Burkina Faso, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, qui ne sont pas scolarisés au niveau du primaire. Et au niveau du post-primaire, c'est-à-dire dès qu'on termine le primaire et qu'on doit aller au collège, c'est là où ça commence à être compliqué parce que, compte tenu des conditions de scolarisation, des problèmes d'infrastructure, des problèmes d'organisation et des problèmes même des moyens pour que les enfants puissent aller à l'école correctement, très peu franchissent le niveau du primaire pour aller dans le post-primaire, c'est-à-dire le collège. Et là, les statistiques, on va tomber autour de 40%. Donc, il y a une masse importante d'élèves qui vont quitter le primaire et qui ne vont pas continuer l'école et qui vont forcément désapprendre parce que n'étant plus scolarisés, hors circuit, ils retombent, ils perdent le peu d'acquis qu'ils ont obtenu. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'au niveau de la scolarisation, il y a une différence au niveau des chiffres entre celui des garçons et celui des filles. Pour des raisons de pesanteur socio-culturelle, pour des raisons aussi d'infrastructure, de manque de moyens. Évidemment, si dans une famille on doit scolariser, compte tenu des conceptions qu'on a du rôle de la femme dans la société, on va privilégier les garçons au détriment des filles. On aurait pu résoudre le problème s'il y avait suffisamment de place pour tout le monde. Mais comme il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde et qu'on ne peut pas prendre tout le monde, dans la famille, on va privilégier le garçon. Il y a eu des efforts qui ont été faits, il y a eu des programmes qui ont été développés avec le soutien d'organisations internationales comme l'UNICEF et autres pour favoriser la scolarisation des jeunes filles. Mais structurellement, dans la mesure où l'État n'a pas suffisamment construit d'écoles, ça ne permet pas de scolariser les gens de façon massive et à égalité pour qu'il n'y ait pas de compétition à introduire pour scolariser une fille ou un garçon. Je ne vais pas trop m'appesantir sur le secondaire, le supérieur, mais ce qu'il faut dire, c'est que de façon globale, le système d'éducation est en crise depuis plusieurs années parce que sous l'injonction des grandes organisations financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale, de nombreux pays d'Afrique ont été amenés à se désengager, à désengager l'État de son rôle dans le système éducatif. Selon les préceptes de la Banque mondiale, l'État doit arrêter de construire des écoles. C'est les bénéficiaires qui doivent le faire, c'est-à-dire les populations. Voilà. L'État doit arrêter de recruter, parce que le recrutement suppose dégager une ligne budgétaire pour payer les gens. Voilà. L'État doit arrêter d'investir dans le système éducatif, la santé aussi. Mais comme j'interviens sur le volet éducatif, je souligne ça. Ce qui fait que, au fil des années, ce plan d'agissement structurel, c'est comme ça qu'on l'appelle, a approfondi la crise dans le système éducatif, qui, du point de vue de son l'accès à l'éducation, donc le caractère démocratique, permet à tout le monde de s'éduquer, il ne remplit pas ce rôle. Et deuxièmement, du point de vue de son fonctionnement, de son organisation, en fait, on privilégie une privatisation rampante du système éducatif. Dans un pays où la grande pauvreté et la misère est généralisée, et donc ça veut dire que pour aller à l'école, il faut avoir les moyens de payer. Donc si les gens ne peuvent pas payer, ils ne vont pas à l'école. Et c'est comme ça que d'année en année, cette crise-là s'est approfondie.
Et voilà, nous en sommes là encore à avoir des taux de scolarisation faibles et des taux de réussite aussi faibles parce que les conditions dans lesquelles les études sont faites sont lamentables, etc. Donc voilà, ce contexte déjà difficile et arrive la crise sécuritaire qui va venir amplifier encore les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de l'éducation. Alors, en 2015, quand c'était encore quelques attaques par-ci par-là, dans certaines localités, ce n'était pas encore généralisé, il y avait 0 population déplacée, il y avait 0 établissement fermé, 0 élève obligé de quitter son village pour aller ailleurs. Donc, le contexte était certes difficile, inquiétant, mais à ce moment-là, on n'en était pas encore à une crise assez importante liée à la guerre. Mais dès 2017, selon même les chiffres officiels donnés par les autorités, on commence à avoir des écoles qui se ferment parce que sous la menace des groupes armés terroristes. Comment ils procèdent? Ils peuvent venir voir, ils débarquent avec leurs armes dans une école et ils menacent les enseignants en disant bon, on vous prévient, la prochaine fois si on vient, si on vous trouve en train de donner des cours, vous aurez affaire à nous. Donc ça a commencé comme ça par des menaces. Parce que ces groupes armés terroristes, djihadistes, pour eux, l'école, c'est le canal de l'occidentalisation. Et en plus, l'école, c'est pas en arabe. Donc, ils insistaient pour que les gens fassent l'enseignement en arabe, alors que le système d'enseignement chez nous est en français. Bon. Mais en fait, tout ça, c'est des broutilles, parce que fondamentalement, c'est des gens incultes qui n'ont aucune inclinaison vers la science, vers la connaissance, vers le savoir. Et c'est juste un prétexte pour s'aimer la terreur. Mais malheureusement, ça s'est amplifié. Et les formes d'attaque des écoles, du système d'enseignement, c'est des assassinats d'enseignants, des élèves aussi, dans la spirale de cette guerre et des attaques des groupes armés terroristes qui perdent la vie. C'est incendier carrément les établissements scolaires, les écoles, les infrastructures, les cantines, tout ce qui est de près ou de loin en lien avec l'école. Il faut saccager, il faut détruire, il faut s'aimer la terreur. Et avec cette situation-là, beaucoup d'écoles ont commencé à se fermer. Du point de vue des statistiques, je ne vous parle pas du processus comme en 2019, 2020, 2021. Je vais juste aller à 2023. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'élèves qu'on appelle des élèves déplacés internes, c'est-à-dire qui, du fait de la fermeture des écoles dans leur village, dans leur zone d'habitation, ont dû quitter. Voilà. Et donc, sont hors circuit scolaire. Donc, il y a plus d'1 million d'élèves. Il y a plus de 6000, on parle de 6483 établissements scolaires fermés. Et ça touche vraiment des régions importantes du pays. Ça touche le nord, vers Djibo, Dori, etc. Ça touche aussi le centre-nord, ça touche aussi l'est, dans la zone frontalière avec le Bénin et le Niger. Ouais. Et ça touche aussi la région qu'on appelle la boucle du Mou, plus haut vers Debougou, Nouna, Tougan, etc. Et vous voyez la proximité avec le Mali, parce que ces groupes armés opèrent dans des zones transfrontalières. Et ils peuvent traverser le Mali et venir se faire des massacres au Burkina. En tout cas, ils ont aussi leurs alliés au Burkina qui font la même chose. Donc, ils circulent d'un pays à l'autre
dans ces vastes ensembles Sahara-Sahel. Donc ça veut dire que dans ces zones que j'ai énumérées, des milliers d'écoles sont fermées et aujourd'hui, ces enfants-là, ils ne vont pas à l'école. Donc, ils sont hors circuit du système éducatif. Et ça touche les écoles au niveau du primaire, du secondaire, collège, lycée, et même au niveau universitaire. Dori, dans le Nord, dispose d'un centre universitaire. Compte tenu des particularités de cette zone où il y a l'élevage, c'est les branches de la biologie, c'est les branches liées à l'environnement, c'est des branches liées aussi au développement de l'élevage. C'est une université spécialisée dans ces domaines-là. Il y a des centres de recherche aussi importants qui ont été installés là-bas. Aujourd'hui, tout ça s'est fermé. De toute façon, les enseignants, certains des enseignants qui n'habitent pas Dori, mais qui habitent Ouagadougou, la capitale, faisaient la route pour aller donner leur cours à Dori, par exemple. Ils ne peuvent pas y aller parce que d'abord, les groupes armés terroristes ont fait sauter des ponts pour isoler la ville de Dori. Et de toute façon, aussi sur la route, c'est très dangereux parce que tu cours le risque de tomber sur des attaques armées. Donc, suite à ces attaques qui font que les populations elles-mêmes sont obligées de se déplacer, quand elles peuvent avec leurs enfants, pour aller dans d'autres zones. Et aujourd'hui, les chiffres officiels disent qu'il y a plus de 2 millions de populations déplacées internes, sur une population totale du pays qui est autour de 20 millions, un peu plus. Et environ 40% du territoire est sous le contrôle des groupes armés terroristes. C'est-à-dire que l'État n'y est pas, en termes d'administration, en termes de structures, de services sociaux, ainsi de suite. L'État est absent sur 40% du territoire. Et c'est les groupes armés qui pilotent dans ces zones-là et sèment la terreur. Donc, du point de vue des conséquences, comme je viens de le dire, ça prive des millions d'enfants de l'éducation. Et aujourd'hui, ils ne vont pas à l'école, mais que deviendront-ils demain? Pour eux, et aussi pour le pays, une jeunesse qui n'est pas éduquée, qui peut être sous l'emprise de n'importe quel bonimateur, parce qu'il n'a pas l'éducation et l'esprit critique, et surtout s'il n'a aucun débouché dans la vie. C'est vraiment un vivier pour ces groupes armés terroristes et obscurantistes. Donc c'est de ce point de vue que c'est assez grave et c'est dangereux. Mais maintenant, comment, au niveau des acteurs de l'éducation, les apprenants comme les enseignants, comment ça se passe? C'est vraiment difficile pour eux, pour un enseignant, de savoir que d'un moment à l'autre, il est dans une zone où tous ces gens-là peuvent débarquer avec leurs armes et tirer sur lui, tirer sur les enfants. Donc ça crée une situation psychologique assez difficile. Il y a un stress mais énorme. Et ceux qui finissent leur formation et qui doivent être enseignants, il n'y a plus ce plaisir d'aller dire je vais devenir enseignant, je vais aller dispenser le savoir dans telle localité du pays. Au contraire, c'est la peur de se trouver dans une école où les groupes armés vont débarquer et me flinguer, quoi, moi et mes élèves. Donc du point de vue, il y a comme un traumatisme lié à la guerre. Alors, je vais vous lire quand même des extraits de gens qui témoignent. Je vais commencer par une fille
qui raconte. Hein. Alors, le prénom a été changé. Je m'appelle Thérèse Traoré. Je suis en classe de terminale D au lycée Diaba-Lonko. Diaba-Lonko, c'est dans l'est du pays, vers Fadal-Gourma. Je viens de Logobou, dans la Tapoa. Quand ils sont venus nous chasser à Logobou, on est parti à Diapaga. Là-bas aussi, les établissements ont été fermés et nous sommes arrivés ici en février. C'est le conseiller principal du lycée de Diapaga qui a trouvé la place pour moi. Je suis en location et c'est moi-même qui paie la location et la nourriture aussi. C'est depuis le mois de janvier que mes parents m'ont envoyé quelque chose. Aujourd'hui, ça fait mon deuxième jour que je n'ai pas mangé. J'ai failli tomber en route et c'est quelqu'un qui m'a donné un peu d'arachide et j'ai mangé. Quand je suis allé pour bosser, j'ai cherché les mangues crues pour manger et avoir un peu d'eau pour boire et essayer de traiter quelques exercices. Au niveau de la location, depuis que je suis venu, j'ai pu payer 1 mois seulement. Le reste, jusqu'à présent, le bailleur me menace. Même hier, il m'a menacé et je suis rentré pleurer. Comment je vais faire? À Logobou, il n'y a pas de réseau. Et je ne connais personne ici. Comment je vais faire? Et il a dit que lui, il veut son argent. Or, c'est avant les congés que notre nourriture est finie. C'est quelqu'un qui a eu pitié de nous et il nous a donné 5 000 francs. Et on s'est débrouillé avec ça. Jusqu'à présent, on n'a pas de nourriture. Au lycée, on ne nous donne aucun document. Depuis que je suis là, je n'ai reçu aucun soutien. Même 1 franc, on n'a pas eu. La nourriture aussi, on entend les autres parler. Depuis l'an passé jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien eu. Je suis avec une camarade, elle aussi, elle vient de la Tapoa. Nous sommes 2 dans la maison. On peut faire 2 mois sans avoir 25 francs. En ce moment, mon vélo, il me faut le réparer. C'est quelqu'un qui a réparé ça pour moi. Sinon, j'ai marché pendant 1 mois pour aller à l'école. C'est quelqu'un qui m'a croisé en cours de route. Et il m'a demandé, je lui ai expliqué, il a dit que ça fait pitié. Et il m'a dit de prendre quelque chose pour aller arranger ça. Mon dernier mot, si vous pouvez faire quelque chose, comme on est en classe d'examen, si on n'a rien mangé, on ne peut pas bosser. Si on pouvait faire quelque chose le plus tôt possible pour qu'on puisse se rattraper. Donc voilà, ça c'est le témoignage d'une élève. C'est poignant. Mais ce qu'elle dit, c'est ce que vivent en fait des milliers d'enfants. Voilà, face à ça, quelles sont les mesures que prenne l'État pour faire face à cette crise du système éducatif liée à la guerre? Quelles sont les dispositions qu'ils prennent pour résoudre le problème? Bon. Il y a des structures qui ont été mises en place, dont le Conseil technique de l'éducation en situation d'urgence, c'est comme ça que s'appelle cette structure, qui est chargée non seulement de collecter les données, mais aussi de pouvoir venir en aide aux structures quand les enfants quittent des écoles et sont délocalisés dans d'autres villes. Il y a ce qu'on appelle les écoles d'accueil qui elles-mêmes sont déjà en sureffectif, mais vont accueillir encore d'autres enfants. Bon, le problème, c'est que ce dispositif a été mis en place, mais ne fonctionne pas véritablement par manque de ressources. L'État n'apporte pas les ressources pour que ces structures puissent fonctionner. Et donc les gens sont finalement livrés à eux-mêmes. Il y a des ONG qui interviennent beaucoup.
dans un contexte où il y a l'insécurité, donc c'est des zones où on ne peut pas forcément aller, donc il y a ce contexte-là. Il y a aussi au niveau des populations des réseaux de solidarité qui se mettent en place pour pouvoir soutenir les élèves, soutenir les enseignants, parce que les enseignants aussi, dans ce contexte-là, c'est assez grave, c'est très très difficile. Et donc, c'est souvent dans les zones où il y a eu ils se sont repliés, les populations s'organisent pour pouvoir leur venir en aide, même si elles-mêmes sont en difficulté. Il y a aussi quand même des formes de résistance et de lutte du secteur éducatif. On n'est pas non plus dans une situation où les gens se lamentent sans développer des initiatives. Voilà. Mais je reviendrai plus loin pour en parler dans le cadre des échanges qu'on aura dans la discussion. Voilà. Et je terminerai par un point, c'est que du point de vue des perspectives, ce problème ne peut se résoudre que dans le cadre de la résolution globale, la question de la guerre et des groupes armés terroristes chez nous. On ne peut pas penser qu'on va résoudre le problème de l'éducation dans un pays qui est sous l'emprise des groupes armés terroristes et dans un contexte de guerre. Mais en même temps, résister dans les écoles, c'est un moyen aussi de continuer à éduquer la jeunesse, de continuer à éduquer les enfants, parce que l'éducation, c'est aussi un ferment de prise de conscience, c'est un ferment de culture, c'est un ferment qui donne confiance aux gens, qui sachent, avec un esprit critique, aborder ce qu'ils vivent aujourd'hui et ce qu'ils espèrent demain. Je m'arrête là. Alors, merci beaucoup Dragos pour cette présentation très riche, très claire, édifiante, avec des témoignages qui vous permettent de comprendre l'ampleur de la question. Alors, il faut peut-être ajouter juste pour, avant 2015, le système de santé au Burkina Faso était très très difficile. Avec la crise sécuritaire, le système est totalement en déliquescence. Et vous pouviez imaginer que tous ces élèves déplacés, est-ce que c'est potentiellement des émigrés? Donc on peut faire le lien entre situation sécuritaire et migration. Messieurs, mesdames, m'a promis de respecter les 15 minutes. Donc, sans transition, voilà, je vous donne la parole. Merci. Merci bien pour la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ok. Je vais aller tout droit et je pense que je suis censé être plus court parce qu'on se recoupe dans pas mal de domaines. Ce que je voulais ajouter pour commencer, c'est que depuis, je dirais, près de 10 ans, aujourd'hui, en fait, le Sahel est devenu, en fait, l'épicentre, en tout cas, du terrorisme mondial. Et c'est la première fois, effectivement, que le Burkina pointe la tête aussi en tant que premier pays touché du continent en termes de terrorisme. Et parmi tous les millions de déplacés internes dont Dragos a parlé tout récemment, on a 2 tiers, en tout cas, qui sont dans le Sahel. En fait, les 2 tiers des déplacés internes sont du Burkina Faso. Voilà. Et on est bien d'accord que cette situation, en tout cas, met en cause en fait les droits les plus élémentaires en fait de l'être humain et dont la santé fait partie. Et pour introduire en tout cas le volet sur la situation sanitaire, je vais commencer par définir quelques deux éléments en fait en termes terminologiques pour qu'on puisse voir de quoi on va parler. Et puis je situerai un peu en fait la santé dans un contexte global
Et avant en fait de revenir sur quelques caractéristiques, en tout cas dans cette crise où nous sommes, et je conclurai par en donnant quelques perspectives, des pistes de perspectives. La santé, définie selon l'Organisation mondiale de la santé, est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ça ne consiste pas simplement en fait à l'absence de maladie comme on peut bien le imaginer. Et les gouvernements, en fait, c'est eux qui ont la responsabilité de la santé de leur population. Et ils ne peuvent y faire face en prenant en tout cas des mesures sanitaires et sociales appropriées. Et comme effectivement, et Dragos l'a dit tout récemment, le système de santé, notre politique de santé au Burkina Faso est sous effectivement injonction en tout cas des institutions en fait de Bretton Woods que sont la Banque mondiale et le Fonds mondial en fait Fonds monétaire international. En fait, l'approche globale en fait, cette approche globale en fait de la santé qui regroupe ces trois aspects est dépendant en fait de ce qu'on appelle les déterminants de santé. Et les déterminants de santé, l'éducation effectivement y fait partie. Et dans les déterminants de santé en fait, on a notre constitution personnelle, que ce soit l'âge, le sexe et les antécédents familiaux. Mais on a aussi en fait le mode de vie individuel et on a aussi en fait les influences en fait de la société et tout au bout en fait, je pourrais le faire en termes de couronne en tout cas, mais tout ce qui englobe en fait c'est surtout en fait la situation socio-économique et la stabilité en fait aussi et qui influence beaucoup en fait aussi sur tout ce qui est système de santé. Et en préparant en fait cette communication, j'ai essayé de regarder un peu en fait de façon globale en fait dans le monde et je me suis pas mal interrogé parce que j'ai vu des chiffres qui m'ont un peu alarmé, où j'ai vu effectivement que aujourd'hui, malgré en fait les avancées technologiques, scientifiques et de production de richesses, on se retrouve avec une personne qui meurt de faim dans le monde toutes les 4 secondes. Alors, ça m'a inquiété et je suis parti voir aussi, j'ai vu qu'au niveau du CAC 40, c'est les bénéfices que les entreprises en fait ont eu, ça m'a fait aussi effectivement mal au cœur où on peut prendre par exemple une société comme LVMH, j'ai rien contre LVMH, mais lui se trouvait en fait en tête où il avait 22 milliards de bénéfices en 2023. C'est des bénéfices en fait, c'est pas en fait ce qu'il a produit, c'est vraiment le bénéfice. Voilà. Et on voit effectivement un peu partout dans le monde, effectivement les secteurs sociaux sont de plus en plus négligés en faveur en fait d'autres secteurs. En France ici où on voit bien effectivement que on a dans la loi de programmation militaire on a 413 milliards d'euros et on essaie de faire 10 milliards d'économies dans un secteur où je suis aussi, que ce soit la santé ou d'autres secteurs sociaux en fait. Donc en gros, le Burkina, en fait, aujourd'hui, en fait, le Burkina, en fait, est dans ce contexte global, en fait. Il est le Burkina, dans ce contexte global, en fait, de situation, avec, comme je l'ai dit, en fait, les institutions, en fait, monétaires, en fait, qui disent, en fait, toute notre stratégie, notre système de santé est pensé, en fait, selon ce que la Banque mondiale et les FMI disent. Puisqu'ils viennent, ils vous disent, bon, nous on peut vous donner l'argent, mais voilà les politiques que vous devez mettre en place. Et dans ces politiques, tout ce qui est des secteurs sociaux qui font des dépenses et qui ne permettent pas, selon eux, de rembourser la dette, eh bien, il faut que ça vienne des populations. Voilà.
Donc, le Burkina Faso, en fait, se retrouve dans un système de santé qui était déjà précaire avant l'arrivée aussi, en fait, du terrorisme. Et je voulais résumer cette partie peut-être de la précarité du système de santé par un message, en fait, vocal que j'ai eu, en fait, en février dernier d'un de mes camarades, en fait, qui est au Burkina, qui appelle, il laisse son message vocal et il me dit ma femme doit subir une chirurgie, mais l'appareil est en panne au centre hospitalier universitaire. Et le chirurgien m'a demandé d'aller dans une clinique, soit de payer la pièce manquante, mais en clinique c'est trop cher. Est-ce que tu peux, là-bas, ici en France, est-ce que tu peux voir si tu peux trouver la pièce pour moi? Ça, c'est le centre hospitalier universitaire, en fait. Je pense que ça doit être le premier ou le deuxième centre de santé universitaire, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a été dans un système de santé, en fait, qui a manqué de financement. Et un autre exemple, en fait, à l'orée de Covid, le Burkina Faso avait environ une dizaine de lits de réanimation disponibles pour environ 21 millions de personnes. Voilà, ça vous donne une petite idée. Et on sait bien que ce sont les ménages, en fait, qui payent toujours plus, en fait qui payent beaucoup, en fait, en termes de dépenses de santé. Et à environ 35% en fait des dépenses de santé courantes, c'est les ménages qui doivent payer. En France, je pense qu'on est autour de 7-9% en fait pour les ménages. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Je voulais revenir sur quelques indicateurs de santé. Je reviendrai là-dessus, mais je voulais parler en fait aussi de deux épidémies qu'il y a eu tout récemment, c'est celle de la dengue. On sait qu'elle revient chaque année. Mais cette année, elle a été beaucoup plus mortelle avec 709 décès en 2023. Et ce qui surpasse en tout cas le cumul des décès du Covid, mais on n'a pas eu le même tollé en termes de réaction et on en parle peu. Voilà. Pour la rougeole, on reviendra là-dessus. Il faut dire en fait qu'on avait déjà effectivement un système de santé qui était précaire et qui a été exacerbé en tout cas par ce contexte sécuritaire. Et les indicateurs de santé, tous les déterminants de santé en fait se retrouvent en fait beaucoup plus accentués négativement en tout cas dans les zones à fort défi sécuritaire. On sait qu'aujourd'hui en tout cas dans les 13 régions, il y a 10 en tout cas dans 10 régions dans lesquelles en fait l'accessibilité en fait aux soins est critique. Avec autour de 4 millions de personnes en fait qui n'ont plus accès aux soins parce qu'il y a eu pas mal de structures qui ont été fermées, 426 au mois de février. Donc le nombre de structures fermées a doublé entre 2022 et aujourd'hui. Voilà. Et il faut dire que dans tout ça, quand on regarde par exemple la région du Sahel, on a 66% en fait de formations sanitaires qui sont fermées et 32% qui fonctionnent à minima. Ça nous donne une petite idée en fait de comment les gens se débrouillent pour survivre en fait sur place. Un élément sur lequel je voulais revenir, c'est les soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Il faut dire que depuis 2016, en fait, il y a eu... il y a eu des ONG effectivement qui ont pu mettre en fait un système de gratuité de soins dans le nord du Burkina, avant même la crise sanitaire, la crise sécuritaire. Et ça a été bénéfique, ça a amélioré pas mal d'indicateurs. Et en 2016, sous Rogma Christian Kaboré, en fait, il y a une politique de gratuité des soins qui avait été mise en place pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes. Et
ça produit effectivement pas mal d'effets, et bien que effectivement on se retrouvait avec beaucoup de médicaments en fait qui manquaient. Et tout récemment, effectivement, le gouvernement en fait vient de suspendre en fait pour certaines formations sanitaires. Et ce qui fait croire en tout cas que on espère bien que ça ne sera pas supprimé, parce que c'est notre crainte au niveau de la santé. Quand on sait que en fait le gouvernement en fait doit aux structures sanitaires autour de 30 milliards, en fait il est mauvais payeur le gouvernement anglo. Voilà. Et c'est une situation en tout cas qu'on suit de près. Et le volet mental, je pense que on n'en parle pas assez, pourtant c'est tellement important le volet mental, le côté psychique en tout cas sur la santé. Et aujourd'hui, quand on prend les professionnels de santé, on se retrouve avec pas mal de professionnels de santé qui travaillent dans ces zones à fort défi sécuritaire, sous pression. On se retrouve avec des personnes déplacées internes qui ont vu la mort, qui ont vécu en tout cas des situations alarmantes, et le suivi laisse à désirer. Et c'est plus souvent un sujet tabou. Quand on sait qu'effectivement, en fait, les données scientifiques, en tout cas, ça montre que les situations de catastrophes, en fait, qui sont d'origine humaine, en tout cas, sont beaucoup plus impactantes que même les catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, au Burkina, quand on regarde, on a environ 13 médecins psychiatres qui sont en activité. Je vais conclure, on reviendra peut-être dans la discussion sur certains éléments. Mais je vais dire en tout cas que la santé, elle exige en tout cas un certain nombre de conditions et de ressources préalables. L'individu devant pouvoir notamment se loger, accéder à l'éducation, se nourrir convenablement et disposer d'un certain revenu et bénéficier aussi d'un écosystème stable. Et l'état de bien-être physique, mental et social est devenu en tout cas un luxe, surtout dans les zones à fort défi sécuritaire. Le terrorisme n'est qu'un facteur aggravant d'un système de santé déjà précaire dans un pays néocolonial, il faut le dire toujours, et qui est agricole, 80% de la population. Et dont la population, quoi qu'on dise, demeure en tout cas résiliente. Et j'ai dit effectivement ici, il y a des professionnels de santé en tout cas qui continuent d'exercer malgré en tout cas le risque et le stress permanent au travail. Et même en fait des retards de paiement de leur salaire, voire des suspensions de salaire. Et des fois même ils ont leur salaire et ils ne peuvent même pas avoir de quoi payer parce que les zones sont sous blocus. Et des fois il faut des convois militaires pour pouvoir envoyer pour pouvoir envoyer Bon, il va s'arrêter un jour. Voilà, c'est bon, il s'est arrêté. Voilà. Et comme je disais, en fait, la population, en tout cas, demeure résiliente. Une certaine solidarité, en tout cas, entre les personnes déplacées internes et entre même les Burkinabés et entre des organisations non gouvernementales qu'on appelle des ONG qui, eux-mêmes, en fait, en gros, c'est dans certaines zones, en fait, c'est l'État qui vient en appui aux ONG, plutôt que ce soit le contraire, en fait. Voilà comment ça fonctionne. Et on a aussi des associations comme la BACEP, avec qui nous, en France, ici, on a eu à travailler aussi, et qui aident pas mal aussi, en fait, les personnes déplacées internes. Mais on sait bien, en fait, que tout, de façon, en tout cas, tout ça, c'est de façon conjoncturelle. Et ces personnes, en fait, ils ont besoin de nourriture, ça, c'est vrai. Ils ont besoin d'un abri, c'est vrai. Ils ont besoin de services de santé. Mais on ne peut pas fournir en tout cas ces services pendant une période indéterminée et particulièrement difficile lorsque en tout cas le système de santé manque déjà de ressources. Et donc la réponse, quoi qu'on dise, elle reste structurelle. Elle reste structurelle et moi je pense qu'ici effectivement on peut jouer notre rôle effectivement en popularisant en tout cas les luttes que les populations mènent pour pouvoir en fait pour que déjà les pouvoirs puissent s'assumer. Et aussi en fait développer cette solidarité internationaliste en fait qui permet aux populations en tout cas de ne pas tomber en tout cas dans la déchéance physique et morale et de ne pas rejoindre les groupes armés. Merci. Merci beaucoup Monsieur Meda pour cette présentation aussi très claire, donc riche. C'est les données d'un spécialiste.
Alors, je veux juste ajouter que moi, j'ai eu la chance de participer de 2002 à 2006 à l'élaboration de la politique de l'assurance maladie au Burkina Faso. Donc, pendant 4 L'assurance. la politique de l'assurance maladie au Burkina Faso. Parlez plus fort. La politique nationale de l'assurance maladie au Burkina Faso. Merci. Et donc, pendant ces 4 ans, les experts nationaux ont travaillé et ont produit un rapport que nous estimions, on va dire, adapté à la réalité sociale et culturelle. Et finalement, c'est le rapport de la Banque mondiale, du nom de Moukin, l'expert de la Banque mondiale, qui a produit un rapport qui a été validé, qui a été adopté et qui est aujourd'hui mis en œuvre au Burkina Faso. Bien entendu, vous avez compris l'approche libérale, extrêmement libérale de cette politique-là. Alors, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé sont des droits qui sont consacrés dans la Constitution au Burkina Faso. Que dire du droit de manifester, de la liberté d'expression, de la libre circulation des personnes? Ce sont autant de sujets qu'on aurait également pu aborder, mais nous avons fait le choix au niveau du mouvement burkinabé des droits de l'homme, comité régional Nouvelle-Aquitaine, d'aborder ces 2 questions. Donc nous allons ouvrir maintenant la phase questions et les 2 conférenciers vous répondront au fil effectivement. Donc chaque personne qui pose sa question pourrait éventuellement identifier la personne habilitée à répondre. Je vous remercie. Bonsoir, merci. Question, qui sont ces gens que vous parlez, si vous voulez, à savoir est-ce qu'ils sont burkinabés eux-mêmes? Je pense que c'est important de savoir où est-ce qu'ils viennent de Mali, est-ce qu'ils viennent du Nigeria, de Ouattara, ou est-ce que ce sont des burkinabés eux-mêmes? Je pense que c'est quand même important. Bien sûr. Ça signifie que le gouvernement pourrait dialoguer avec ces gens. Deuxième question, vous avez bien employé le mot guerre. Et j'aimerais savoir discuter. La situation dans les zones rurales est la même que dans les zones urbaines, à savoir Ouagadougou, par exemple. Parce que Ouagadougou est préservé. Tant mieux, tant mieux. Et la situation peut être encore plus grave sur que les zones rurales lointaines, hors de la capitale, justement, peut-être oubliées, justement, qui sont concernées. Et puis aussi une dernière question. Est-ce que justement ces groupes armés sont d'autant plus virulents que les filles sont éduquées, les filles vont à l'école, comme Boko Haram, on s'attaque particulièrement au Nigeria, on s'attaque particulièrement aux écoles quand les filles vont à l'école. Est-ce que c'est un vrai sujet de préoccupation? Merci pour vos interventions. Je n'ai pas aucun signe d'espoir dans votre propos et je me demandais s'il en existe aujourd'hui une piste d'espoir. Est-ce qu'en termes d'éducation et de santé, les très nombreuses ONG qui harcèlent le Burkina ne sont pas en partie responsables de cette situation actuelle? Alors, les groupes armés terroristes, qui sont-ils et est-ce que dans leur composition il y a des burkinabés? Oui. Les groupes armés terroristes, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et parmi eux, ils recrutent. Parce que quand ils se sont implantés dans certaines zones, ils ont recruté des jeunes désœuvrés qui n'ont aucune perspective, qui ne sont pas éduqués et à qui aussi ils promettent de l'argent. Parce qu'ils ont des moyens assez importants, ces groupes-là. Et donc, par ce biais-là, ils ont pu recruter pas mal de jeunes dans les villages et tout ça, qui sont avec eux
Bon, certains, peut-être au départ, ne se rendent pas compte de ce qui les attend, de ce qu'on va leur demander de faire. Mais une fois qu'ils sont dedans, c'est un peu tard. Donc il y a des Burkinabés dedans. C'est pour ça que pour caractériser cette guerre, nous on l'a caractérisée de guerre civile injuste. Parce que c'est une guerre civile de rapine. C'est une guerre pour le trafic. C'est une guerre pour massacrer et semer la terreur dans des villages pour que les gens quittent leur territoire et qu'on utilise ces territoires pour le trafic. Trafic de quoi? Trafic de drogue, trafic de marchandises, trafic humain et trafic aussi d'armes. Voilà. Et que ce soit au Burkina, au Mali, dans tout le Sahel, Sahara, c'est écumé par des groupes armés qui font le trafic de la drogue. Avec des complicités parmi les milieux d'affaires du pays, y compris dans la hiérarchie militaire, il y a des gens qui participent à ce trafic-là. Cette guerre sert des intérêts. Voilà, elle est là, elle sert des intérêts. Et maintenant, sous l'alibi de la lutte contre le terrorisme, les grandes puissances militaires aussi viennent s'installer, occuper militairement ces territoires, parce que ce sont des zones riches en ressources minières. Pour le contrôle géostratégique de ces zones, mais aussi pour les ressources minières importantes dont elles recèlent. Pétrole, gaz, uranium, etc., etc. Donc il y a des enjeux. Voilà. Maintenant, évidemment, dans ces groupes, ils se dissolvent, ils se reconstituent. Voilà, donc ils peuvent recruter des gens au Mali, ils peuvent recruter des gens au Niger, ils peuvent recruter des Burkinabés, ils peuvent recruter aussi des gens qui viennent d'autres zones, qui sont attirés par l'appât du gain. Parce que toute l'Afrique de l'Ouest, depuis les guerres du Libéria, Sierra Leone, en Côte d'Ivoire aussi, la Côte d'Ivoire a connu la guerre. Hein? Donc ça fait aujourd'hui de toute cette zone de l'Afrique de l'Ouest une zone intense de trafic d'armes. Une zone aussi où il y a le grand banditisme transfrontalier. Parce qu'il y a les groupes armés djihadistes, il y a aussi le grand banditisme, il y a les trafiquants de toutes sortes, et tous ces gens, ils se côtoient, tantôt ils sont ensemble, tantôt il y a des guerres entre eux de positionnement pour se partager les territoires. Quoi. Donc, effectivement, il y a des Burkinabés dedans. Maintenant, ceux qui sont à la tête, les têtes pensantes, ne sont pas forcément les Burkinabés. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, notre propos, est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? Nous avons voulu quand même donner des informations sur l'état du secteur de l'éducation lié à la guerre et au contexte de crise sécuritaire. Bon, évidemment, il y a 6000 écoles qui sont fermées, c'est ça. C'est des données objectives. Il y a des enseignants qui sont assassinés, des élèves qui sont assassinés, il y a des populations qui fuient leur zone liée. Ce sont des faits objectifs. Maintenant, l'espoir, ça réside dans les traditions de lutte de notre peuple. C'est un pays, malgré tout ce contexte-là, où les gens se sont forgés au fil des années des convictions solides de savoir qu'ils ont des droits et c'est par la lutte qu'ils vont défendre ces droits. 2014, il y a eu une grande insurrection populaire au Burkina qui a chassé le dictateur, Blaise Compaoré. Il était là depuis au moins 27 ans au pouvoir. Un pouvoir répressif, sanguinaire, mafieux, mais à partir du moment où le travail a été fait par les grandes organisations de la société civile, la conscience a grandi
Des luttes ont été menées, des grandes mobilisations populaires avec des grandes manifestations dans les rues de toutes les grandes villes du pays. Ça a éduqué le peuple burkinabé dans l'idée de se dresser dans la lutte pour défendre ses droits économiques, ses droits démocratiques, ses droits sociaux, etc. Et que s'il se met debout, il peut vaincre. Et c'est ce qui s'est réalisé en 2014, où à l'échelle de tout le pays, il y a eu un soulèvement populaire qui a chassé le dictateur. Et ça, ce sont des expériences qui marquent la conscience des peuples. Parce que ce qu'elles-mêmes ont réalisé, ça leur permet de prendre confiance en leur force, en leur capacité de se mettre debout pour se battre et exprimer leurs idéaux. Je vous dis, aujourd'hui, malgré ce contexte de guerre, de terrorisme, de population civile, même dans les camps de réfugiés où il y a des populations déplacées, les gens organisent des manifs. Et ils ont des pancartes où c'est inscrit, nous demandons à l'État d'assurer notre alimentation, d'assurer notre santé, etc. Et pourtant, donc ce sont des gens qui sont dans un contexte où extrêmement difficile et compliqué. Pas plus tard que la semaine dernière, à l'est du pays, il y a eu une grande manifestation populaire de toute la population de cette zone où ils demandaient à l'État mais assurer notre sécurité. Nous allons mourir de faim parce qu'il y a eu un blocus qui fait que rien ne sort de notre zone, rien n'entre dans notre zone et nous manquons de tout. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des zones où les gens, ils affrontent héroïquement des groupes armés. On en est là aujourd'hui. Il y a des zones du pays où les gens, ils s'organisent et ils affrontent les groupes armés, même si ils ne sont pas aussi armés que les terroristes, mais ils les affrontent. Et dans certaines zones, ils ont réussi à s'organiser de telle sorte que leur zone est inattaquable par les groupes armés terroristes, notamment dans le sud-ouest. Donc, ce ne sont pas des gens complètement affalés, assommés par leurs difficultés et qui ne s'expriment pas. Voilà. Le contexte est complexe, il est difficile, mais pour autant, il y a de l'espoir. Parce que le peuple, il a conscience que de ces difficultés-là, il va arriver à s'organiser un jour pour bouter les terroristes hors du territoire national. Ce que je vous dis là, moi je le pense sincèrement, mais des milliers de gens le pensent comme ça au Burkina. Donc franchement, on n'est pas dans un contexte où les gens sont complètement assommés par une situation qui font qu'ils n'ont plus de ressort pour s'exprimer et pour revendiquer des droits. Alors, les ONG ont-elles une responsabilité dans la situation actuelle? Bon, dans les ONG, il faut faire le tri, hein, parce qu'il y a des grandes ONG, ce sont des grandes organisations comme l'UNICEF, ainsi de suite. Et il y a des petites ONG qui développent des travaux de proximité avec les populations localement dans certains villages. Bon. Maintenant, leurs actions ont des limites, parce que elles ne s'attaquent pas fondamentalement aux causes structurelles des problèmes que vivent les populations. Et souvent, les actions qu'elles mènent sont même récupérées par le pouvoir. Et le pouvoir a dit, bon, de toute façon, nous, on ne va pas construire d'école dans ces villages parce que les ONG vont le faire. On ne va pas construire des dispensaires là parce qu'il y a une ONG qui va intervenir, qui va le faire, et puis bon, ils vont utiliser la main-d'œuvre du village pour construire des dispensaires. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, leur action a des limites. Bon. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles ont, par exemple, une grande responsabilité
dans la crise sécuritaire. Parce qu'elles-mêmes, elles peuvent aller dans ces zones-là aujourd'hui. Aujourd'hui, surtout dans le centre-nord, le nord, où il y a beaucoup d'ONG, aujourd'hui ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils sont systématiquement arraisonnés par les groupes armés. On retire les voitures, on retire le matériel, ainsi de suite, ils ne peuvent pas y aller. Alors, je crois avoir répondu à les questions. Je ne sais pas si vous m'attendez comme ça ou pas. Je vais juste rajouter, je vais juste rajouter deux éléments. Premièrement, par rapport effectivement aux groupes armés en fait terrorisme. Effectivement, il y a ce volet économique en fait qui est dans leur intérêt et dans quoi ça a bien développé. Et aussi, il y a un volet idéologique aussi qui est derrière parce que aussi c'est l'islamisation salafiste qui prône. Et d'où en fait les attaques aussi de tout ce qu'ils voient comme Occident, les écoles et tout. Et aussi, ils ont aussi des intérêts politiques. Voilà, des intérêts politiques parce que aussi c'est la création en fait d'État islamique. Et si arriver à contrôler tous ces territoires aussi, ça leur permet effectivement en tout cas de faire les propensions en termes politiques. Ça, c'est ces deux éléments que je voulais ajouter. Et par rapport effectivement en fait au signe d'espoir, je dirais on a par exemple une organisation de jeunes comme l'organisation démocratique de la jeunesse burkinabé qui se déplace en tout cas sur les sites qui abritent les personnes déplacées internes et qui leur en tout cas les aide en tout cas de façon conjoncturelle à fabriquer par exemple du savon, à utiliser en fait de la matière locale pour fabriquer par exemple des chaussures à recycler et certaines choses. Donc ça veut dire que la population s'organise et on a des organisations qui participent à organiser la population. Une des organisations aussi au niveau de la santé, c'est l'ABACEP, l'association burkinabé d'assistance et de secours populaires, qui en plus en fait d'aider de façon conjoncturelle sensibilise la population pour qu'ils puissent comprendre l'origine de leur malheur et savoir comment s'organiser pour en sortir et ne pas être dans la fatalité. Donc ça, c'est des lueurs d'espoir. Et moi, personnellement, je suis plein d'espoir parce que à partir du néant, en fait, il peut naître du neuf. Voilà. Merci. À partir du néant, il peut naître du neuf. Voilà. À partir du néant, il peut naître du neuf. C'est-à-dire que là, la crise sécuritaire peut être une occasion pour le Burkina d'avoir un changement fondamental. La crise sécuritaire peut être un espoir, une occasion pour le Burkina Faso d'avoir un changement fondamental. C'est-à-dire que cette crise peut être transformée en tout cas à une situation où on prend notre destin en main. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors, juste avant de vous donner la parole pour votre question, je voulais juste faire noter que la crise sécuritaire a relevé des tensions entre les groupes sociaux également. Et si on fait un peu attention, certains groupes ethniques sont ciblés, identifiés, stigmatisés comme étant les plus prompts à adhérer effectivement à l'appel terroriste. Je veux dire tout simplement que au nord du Burkina Faso, où effectivement toute la zone de Dori, frontalière avec le Mali, avec le Niger également, vivent des Peuls qui ont pendant longtemps vécu en harmonie avec effectivement les autres populations. Alors, instrumentalisation ou prédisposition à adhérer, c'est une question qui mérite beaucoup d'études
avant de faire de quelconque révélation. Tout ce qu'on sait, c'est que les données factuelles montrent que des populations peules sont massacrées au nom d'une certaine adhésion effectivement à l'aide terroriste. Je me permettrai de faire remarquer que quand on prend toute la zone de l'Azawad, on peut faire aussi le lien entre ce qui a été promis à ceux qui habitent dans ces zones-là et la réalité aussi sociale, parce que pendant longtemps, il faut le reconnaître, ces groupes-là ont été marginalisés, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali. Donc, je vous donne la parole pour votre question. Moi, je voulais juste dire que la question de l'éducation, je crois que et la santé. La question de l'éducation et de la santé, pour moi, sont des notions, mais ce sont des aspects qui sont cardinaux dans la lutte contre le terrorisme. Je pense que si aujourd'hui les enseignants ne peuvent pas aller vers les élèves, il faut que l'école vienne vers les enseignants. Il faut que nos États fassent en sorte que ces enfants qui sont en déconnexion scolaire puissent être scolarisés. Pourquoi? Parce que ce qui nous attaque aujourd'hui, c'est des enfants qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans. C'est-à-dire que lorsque le terrorisme s'est implanté de façon ouverte au Sahel, en 2012, notamment au Mali, ces enfants, ils avaient entre 5 et 7 ans. C'est dire que si on continue à observer cette situation, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas finir toutes les années à venir avec le terrorisme. C'est pour ça que je pense que mettre l'accent sur l'éducation, c'est rompre la chaîne de contamination, qu'on voit ce cycle de recrutement, et comment on appelle ça, vicieux, des groupes terroristes. C'est pour ça que je pense que ce que nos États ont aujourd'hui engagé, le tout militaire, ne peut pas régler le problème. C'est pour ça que, à l'image de ce qu'un des professeurs a dit, je pense que moi je suis un peu sceptique sur la manière dont on est en train de gérer la situation. Et je me dis qu'on est en train de tourner à rond. Il faut qu'on crée les conditions dans ces différents pays qui sont affectés. Les conditions, ouvrir la porte à ceux qui vont comprendre le grand pays. Le tout militaire ne peut pas régler la situation. Il faut nécessairement qu'on crée les conditions pour que les enfants qui ne sont pas scolarisés, qui risquent d'être les enfants qui vont être recrutés demain dans le terrorisme, puissent aller vers les enseignants, c'est-à-dire dans les centres urbains où ils peuvent être mieux sécurisés, et eux et les enseignants. C'est extrêmement important et je pense que le fait pour nos États d'assurer l'éducation et la santé, c'est une forme de justice sociale. Et c'est ça qui a manqué dans ces gens qui sont affectés par les terroristes. C'est des zones qui n'avaient pas besoin précisément de l'administration publique parce que c'est des zones d'éleveurs. C'est des gens qui. Mais compte tenu de tout ce qu'on connaît comme les changements climatiques, les difficultés d'accès aux cheptels, d'accès à comment on appelle ça, aux ressources naturelles, notamment l'eau, a fait que les difficultés ont commencé à naître au niveau des populations, etc. Et ça a exacerbé le terrorisme. Tout à l'heure, quelqu'un a demandé si ce sont des Burkinabés ceux qui attaquent. Et ceux-là qui sont en train d'attaquer, ce sont les Nigériens, c'est les Maliens, c'est les Burkinabés. Les Burkinabés, tout le monde connaît Malamiko avant qu'ils soient tués. C'est quand même Burkinabé. C'est que lorsqu'ils se sont implantés, ils ont eu l'expertise et les conseils de ceux qui sont arrivés de l'Algérie, notamment le GSPC algérien, etc. Mais par la suite, c'est comme s'ils ont mis le verre et le feu et ils ont disparu. Aujourd'hui, on gère l'association, le nombre pour le sortissant. Ils se sont radicalisés sur beaucoup d'aspects. On peut parler de religion, on peut parler des questions de marginalisation, mais on peut parler aussi des questions de frustration. Parce que, à travers ce que nous faisons, nous, État ou administration, que ce soit des militaires, que ce soit au niveau du système judiciaire,
nous continuons à radicaliser ces personnes qui sont déjà radicalisées du fait de leur marginalisation. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment une situation qui est assez complexe et pour laquelle une seule solution ne peut pas être trouvée. Il faut une seule solution intégrée. Et vraiment à l'âge spectre. Vous parlez comme les médecins qui parlent des antibiotiques à l'âge spectre. Il faut nécessairement des solutions comme ça. Merci. Merci beaucoup. Tous les trois, j'avais deux questions précises sur le secteur de l'éducation, mais peut-être qui sont faisables au secteur de la santé. La première question, c'était qu'en est-il aujourd'hui de ce qu'on appelle, je crois, les enseignants communautaires, donc ces enseignants recrutés dans les zones où les enseignants ne peuvent pas aller, au sein des communautés avec un niveau de diplôme enseignant professionnel, et ça posait tout un tas de questions en fait sur leur pénibilité et peut-être en rappelant des périodes plus anciennes dans un contexte très différent sur les enseignants révolutionnaires gardés à la place des enseignants formés. Seconde question, je ne sais pas si tu as vu récemment, il a été question, le gouvernement a lancé une note disant qu'ils allaient justement licencier les fonctionnaires et en grande partie les enseignants qui refusaient de rejoindre leur poste dans les zones dont tu as parlé et donc qui seraient accusés d'abandon de poste. Je crois que la limite était hier de rejoindre le poste. Est-ce que tu sais ce qu'il en est aujourd'hui et si les organisations se positionnent là-dessus? Pour revenir sur la question de briser ce cycle infernal, est-ce qu'il est envisageable, on peut imaginer qu'en région, que là où se retrouvent les déplacés, les enseignants, les élèves, pourraient se créer, soit de façon embryonnaire, soit de façon dynamique, des structures, justement, pour prendre en charge cette éducation qui serait d'abord une éducation populaire. Je pense que moi-même je vais intervenir. À mon tour, je vais peut-être donner mon point de vue sur une question qui a été posée. C'est la question de savoir qui sont ceux-là qui nous attaquent. Voilà, je pense que. Présente-toi d'abord, tout comme tes sociétés. Ok, donc moi je suis Traoré Valma Ismaël. Je suis doctorant en études politiques à l'UHSS, donc je suis burkinabé. Voilà, militant aussi du MBDHP, de l'Association des étudiants burkinabés en France. Et la question c'est de savoir en fait qui sont ceux-là qui nous attaquent. Alors tous les spécialistes en sécurité disent que c'est principalement deux groupes. L'État islamique au Sahel et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc ce sont les deux groupes majoritaires qui interviennent en tout cas dans la région. Donc si vous connaissez ces groupes-là, vous savez très bien que, quelqu'un l'a dit ici, les émirs ce sont des gens qui viennent de l'Algérie, du GSPC, ainsi de suite. Majoritairement ce sont eux. Également il y a un Malien, il y a Agali qui dirige le GSIM. Voilà. Mais il y a également un ancrage local de plus en plus. Madame Diko par exemple, il a créé le premier groupe purement burkinabé. Voilà, purement burkinabé, c'était essentiellement des burkinabés, c'était justement pour se révolter et au niveau local d'abord dans leur pays là. En 2022, je crois, le Premier ministre Albert Ouedraogo avait fait un grand entretien là, à la RTP où il avait fait un rapport de profilage sur la base des informations données par le service de renseignement. Il avait trouvé 5 profils de ceux-là qui nous attaquent. Il avait précisé très bien que au moins 80% de ceux qui nous attaquent étaient des burkinabés. Au moins 80% à l'époque, c'était en 2022, lorsqu'il disait ça. Et le premier profil, c'est quoi? C'est le religieux. C'est-à-dire que c'est une personne qui estime que sa religion c'est la meilleure et il faut l'imposer en fait aux autres. Ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil, c'est le suiveur. C'est celui-là qui suit la tendance en quelque sorte. Il voit des gens qui sont armés, qui viennent dans son village et qui, avec leurs armes, peuvent aller et attaquer, faire des trucs. Voilà, donc il les suit. Il y a également
l'opportuniste. Voilà. Donc il y a l'opportuniste également, lui aussi c'est un peu dans la même veine que le suiveur. Là, voilà, c'est quelqu'un qui compte profiter de la situation pour pouvoir avoir quelque chose dans le coup. Donc ça également c'est un autre profil de ceux-là qui nous attaquent. Le troisième profil, c'est le défenseur de la communauté attaquée. Le défenseur de la communauté attaquée, c'est-à-dire que, comme il l'a dit, il y a certaines communautés qui sont aujourd'hui stigmatisées. Non seulement qui sont des victimes des groupes armés terroristes, parce que ce sont eux les principales victimes, en quelque sorte. Si on va faire aujourd'hui un état de ceux-là qui sont le plus tombés sous le coup des groupes armés terroristes, c'est cette communauté-là, par exemple. Et également, cette communauté est également victime des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, dans les exactions, les peuples. Voilà, je le dis. Voilà. Donc ça aussi, c'est un des profils qui a été évoqué par le Premier ministre. Le dernier, c'est le contraint. Le contraint. La contrainte. C'est-à-dire que ces groupes-là, ils débattent et on vous dit que tu le veux ou pas, tu nous suis. C'est clair. Donc on n'a pas le choix, on les suit. Donc il y a des gens qui sont dans ces groupes terroristes-là, pas par choix. D'ailleurs, le premier procès qui a eu lieu au tribunal de grande instance, le tribunal antiterroriste, là, il y a eu un premier procès, il y a eu un qui a été acquitté. Parce que quand on a fait le jugement, on a trouvé qu'effectivement, il a reconnu que j'étais dans ce groupe-là. Et ce que j'ai pu commettre et que je reconnais effectivement, c'est que j'ai frappé un vieil homme. Mais je n'ai pas tué quelqu'un. Et la version qu'il a donnée, ça a convaincu les juges et il a été acquitté. Donc ça veut dire effectivement que dans ces groupes terroristes-là aussi, il y a des gens qui sont contraints, qui ne savent pas. Voilà. Bon, maintenant, sur la question de l'éducation également, il faut savoir que, comme ils l'ont dit, l'éducation est l'une des cibles privilégiées aujourd'hui des groupes armés terroristes dans leurs actions. Et je prends par exemple au début, lorsque ces groupes-là arrivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demandaient tout simplement aux enseignants de ne plus enseigner dans la langue française. Ce qu'il faut faire, il faut enseigner en arabe. Ça, c'est la première étape. Il y a eu une deuxième étape où on passait à remettre des lettres, c'est-à-dire des lettres anonymes pour vous dire vous partez dans un délai d'une semaine, sinon on viendra vous chasser ou on viendra en tout cas vous faire du mal. Et actuellement, on a atteint une autre phase où lorsqu'on arrive, on ne discute plus. On met tout à ça, on s'attache les établissements, les livres, ainsi de suite. Et s'il y a des enseignants également, il y a eu des enseignants qui ont été par exemple tués. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes à cette étape-là où on ne veut pas du tout voir les établissements dans un certain nombre de localités. Et parlant des localités qui sont aujourd'hui touchées, je pense que la question a été posée, je ne sais pas si ça a été répondu. Aujourd'hui, sur les 13 régions du Burkina, on peut dire qu'aucune des régions du Burkina, on ne peut pas dire qu'il y a une seule région du Burkina qui n'a pas encore été touchée par des actes terroristes. Même Ouagadougou, en plein cœur de Ouagadougou en 2018, le 2 mars, c'était l'état-major général des armées. Le cerveau, ceux qui conçoivent même la stratégie de guerre, c'est là-bas. Les groupes terroristes ont frappé. Il y a eu également l'ambassade de France. Il y a eu le café Paposinho. Ainsi de suite. L'hôtel Splendide. En plein cœur de Ouagadougou. 2016, 2018, ainsi de suite. Mais à l'étape actuelle, les zones qui sont sous emprise terroriste, où il est difficile véritablement d'aller librement sans pour autant, en fait, sans être inquiété, où on ne peut pas aller sans être inquiété, c'est autour de 10 régions sur 13. Donc les 3 régions qui restent là, c'est Ouagadougou, où on peut toujours se promener, on peut faire la fête à Ouagadougou, on peut se balader, on peut faire du bruit comme on veut. Mais c'est la région du centre, ce sont les hauts bassins aussi, un peu, la zone de Bobo, donc la deuxième ville du pays, et le plateau central qui est juste collé à Ouagadougou. Et là même, c'est une région qui a été forcée, sinon le plateau central, c'est pratiquement la région du centre. Mais en dehors de ça, si vous écartez, mais la carte a disparu. Mais tout le reste. Non, tu fais attends un peu. Si on va rentrer effectivement dans des considérations plus loin, les
territoire du Burkina n'existe plus parce qu'il n'y a plus de territoire. Mais Donc, si vous prenez par exemple l'Est, le centre-nord, le nord, le sud-ouest, la région des Cascades et tout, mais ça dit que oui, il y a des localités où on peut toujours vivre entre guillemets. Mais il ne faut pas être étonné qu'un jour des gens débarquent chez toi. Donc les gens peuvent vivre, il n'y a pas de souci. Elle est revenue. Elle est revenue. Voilà, la carte est revenue. Donc si vous prenez par exemple, je vais un peu, voilà, ça c'est la région du centre Ouagadougou. Il y a un peu de sécurité. Bon, même s'il y a eu des attaques. Ici, Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays. Mais là aussi, même dans cette région, il y a des localités où, même à quelques kilomètres de Bobo, à quelques kilomètres de Bobo, dans la zone de Bama et autres, c'est assez difficile. Et puis le plateau central qui est un peu caché vers Ouagadougou, ici, là, en tout cas, c'est pas loin de... Ils sont où là? Ils ignorent. Bon, c'est pas mentionné. En tout cas, c'est pas loin de Ouagadougou, ici. Voilà. Tout le reste, si vous prenez là, toute cette zone, et même là, c'est pire. Là, c'est la région de l'Est, c'est le centre-Est, le centre-Sud et tout. Donc, c'est assez compliqué. Il y a une question également sur la question des enseignants communautaires. Ne serait-ce que cette semaine, il y a eu des enseignants qui ont produit une déclaration dans la zone de Diapaga, où ils disaient qu'il y a des arriérés de salaire de ces personnes-là. Voilà. Donc, déjà, ce sont des volontaires. Le principe, c'est ça, puisque ce ne sont pas des enseignants comme les autres. Mais là, déjà, ils font le boulot, ils ne sont pas payés parce qu'il n'y a pas les moyens. Et malheureusement, on ne peut pas revendiquer. Malheureusement, lorsque les gens veulent se plaindre, on leur dit qu'il faut être résilient. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, il faut être résilient. Donc c'est ça aujourd'hui le discours. Donc il y a des problèmes au niveau des universités. Les étudiants aujourd'hui, quand on prend toute la Ouaïbia, il y a une université au niveau de Ouaïbia. Il y a un beau jour, les étudiants sont venus trouver l'administration a été dynamitée. Donc c'est une grande région, il y a un camp militaire dans cette ville de Ouaïbia. À Dédougou également, les gens, ils évitent beaucoup de plus en plus, c'est un peu compliqué. À Fada, ils sont les groupes armés, puisque l'université est un peu hors de la ville, un peu à la sortie de la ville, les groupes armés terroristes sont arrivés, ils ont tiré à plusieurs reprises. Et lorsque les étudiants se sont rendus compte le lendemain qu'il y a eu des impacts de balles sur le mur, ils ont décidé de ne plus faire cours sur le site de l'université, mais demander à l'administration de délocaliser le site en plein cœur de la ville, dans d'autres établissements d'enseignement secondaire et autres. Bon, l'administration a dit que non, bon, en fait, il faut être résilient, il faut être courageux, il faut rester sur le site, ainsi de suite. Mais les étudiants ont refusé catégoriquement, pendant un bon moment, de repartir en fait sur ce site-là, par exemple, pour prendre des cours. Bon, je pense que je ne vais pas aller plus loin que ça. Merci. Alors, je me permets, puisque nous avons l'opportunité d'avoir la carte, juste souligner pour ceux qui ne le savent pas, qu'au Ghana, donc frontalier du Burkina Faso, nous avions à peu près 3 millions de Burkinabés au Ghana. N'oublions pas que le Ghana, c'est un pays anglophone. Donc historiquement, de nombreux Burkinabés, d'autres même pensent que les Mossi seraient originaires du Ghana. Donc 3 millions de Burkinabés au moins au Ghana. Vous avez en Côte d'Ivoire, on a au moins 2 500 Burkinabés, 2 500 000 Burkinabés en Côte d'Ivoire. Que dire du Niger? Que dire du Mali? C'est pour montrer le caractère UBS, j'allais même dire inhumain, des tracés des frontières, qui complexifie davantage effectivement la gestion de la question sécuritaire. Il me semble que vous avez une question. Oui. Et je voulais juste apporter quelques précisions sur les chiffres pour assumer les chiffres sur l'origine des personnes qui les attaquent. J'ai bien vérifié la deuxième session du pôle. La deuxième session du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des infractions liées au terrorisme au Burkina, c'était en juin dernier. Il y avait 6 personnes qui ont été déférées devant le juge, 21 personnes ont été condamnées, 20 relaxées, c'était tous le Burkina. C'était juste la précision qu'il faut avoir.
Ok, on a une Une question. précision par rapport aux chiffres qui viennent d'être donnés. 3 millions de Burkinabés au Ghana et 2,5 en Côte d'Ivoire. C'est en permanence ou du fait de la situation? Il faut dire qu'avant d'abord 1960, donc avant l'indépendance du Burkina Faso, les Anglais avaient mis une législation du travail qui était beaucoup plus flexible au Ghana et au Nigeria par exemple. Et étant donné que le droit du travail, les réquisitions, c'était du travail forcé en Côte d'Ivoire, de nombreux Burkinabés se dirigeaient de façon libre vers le Ghana. C'est pourquoi en réalité on avait décidé en 1932 de tout simplement supprimer la colonie de la Haute-Volta et la partager effectivement entre ces pays voisins. Voilà. Donc c'est une approche historique qui s'explique aussi par des raisons culturelles et familiales. En Côte d'Ivoire aussi, c'est tout simplement parce que c'était la colonie de mise en valeur, c'était la colonie côtière et le Burkina Faso, je crois en 1919, avait été considéré comme le réservoir de main-d'œuvre pour la mise en valeur des colonies françaises. Voilà pourquoi. Et pourquoi au Mali on retrouve aussi de nombreux Burkinabés, parce qu'en réalité il y avait aussi, on va dire quoi, des chantiers coloniaux et où le Burkinabé en son temps avait été considéré comme une main-d'œuvre docile et travailleuse. Voilà. Merci. Je n'ai pas senti dans vos propos une action volontariste de l'État de s'opposer au problème, d'affronter le problème. Est-ce qu'il y a... que fait l'État? Que fait l'État? Que fait l'armée? Ensuite, est-ce qu'il y a vraiment une coalition avec le Mali? Vous savez pourquoi je parle du Mali? Le Niger, une coalition pour s'attaquer au problème. Et puis enfin, une question, j'espère qu'elle ne va pas fâcher. Le départ de la France, est-ce que ça pose problème? Est-ce que c'est un atout ou au contraire un grand désavantage pour régler le problème de la sécurité dans la région? Bon, l'État burkinabé tente de régler le problème, mais lui-même il a un problème. Je m'explique. Parce que ce sont des États néocoloniaux. C'est-à-dire que ce sont des États qui n'ont pas en réalité une autonomie d'analyse, de réflexion, de stratégie pour régler les problèmes fondamentaux du pays. C'est ça la caractéristique d'un État néocolonial. C'est qu'il est là pour gérer une économie extravertie. L'État néocolonial sert de base d'appui pour les multinationales, pour les grandes puissances, pour continuer la domination avec l'illusion que, on a des États formellement indépendants, mais qui en réalité ne gèrent pas le pays pour un développement endogène. C'est ça la nature de classe d'un État néocolonial. Évidemment, un tel État, quand se pose la question de défendre l'intégrité territoriale, il ne peut pas. Et on en a la preuve, l'illustration concrète chez nous. Notre armée, ses instructeurs, c'était des Français. Les plus hauts gradés sont formés dans les écoles militaires françaises, etc. Pendant longtemps, du fait, dans le cadre des accords de coopération sur le plan militaire, c'est la France qui envoie ses conseillers, y compris au niveau des renseignements généraux. Donc, ça dit que ce n'est pas une armée qui a véritablement un caractère de défense du territoire national. Ces armées ont été forgées d'abord
comme des forces de police intérieure. Ils sont structurellement organisés pour la répression des mouvements sociaux. Quand des paysans dans une région se sont en révolte, on envoie la soldatesque les réprimer. Si des élèves et des étudiants envahissent les rues des villes pour revendiquer des droits, pour manifester, on les envoie pour les réprimer. À tel point que, du point de vue des populations, le militaire, l'homme en tenue, il fait peur. Donc les gens ils ne voient pas nos militaires comme des gens qui vont venir les libérer, etc. Non, il y a un sentiment de peur parce que c'est des armées qui ont été forgées pour la répression, le maintien de l'ordre. Mais dans le cas particulier du Burkina et des autres pays de la sous-région, c'est les armées qui ont pris goût au pouvoir. Des successions de coups d'État où des clans de l'armée renversent tel autre clan et prennent le pouvoir. Et vous savez très bien qu'un coup d'État, ce n'est pas un projet de société. Ils n'ont pas de programme. C'est un groupe d'hommes qui, un beau matin, prend le pouvoir et ensuite essaie de naviguer à vue pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc il est évident que dans un tel contexte, il est illusoire de penser que ces armées-là vont résoudre le problème. Parce qu'eux-mêmes, ils sont le problème. Le problème, c'est les armées où règne la corruption. La corruption. La haute hiérarchie militaire, ce sont des bourgeois en tenue. C'est des gens qui gèrent des affaires. Par le système de prête-nom, ils sont propriétaires d'entreprises, ils sont propriétaires de grandes maisons commerciales, ils font des affaires. Ce qui explique que prendre le pouvoir, c'est un moyen d'enrichissement. Et ils le font en lien avec d'autres fractions de la bourgeoisie qui sont des clans. Si ce clan-là arrive au pouvoir, les marchés publics, c'est nous qui allons les avoir. Donc vous voyez bien que dans un tel contexte, il est difficile d'attendre que ce soit ce type d'armée qui défende les droits des populations et qui règle la question de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Mais l'armée, ce n'est pas quelque chose d'homogène, c'est hétérogène. Il y a les soldats, les hommes de troupe, qui eux vivent dans la misère. Et il y a les hauts gradés de l'armée, qui eux roulent dans des grandes belles voitures. Ce n'est pas des jeeps militaires, hein. C'est des belles voitures climatisées, etc. Ils font des affaires. À tel point qu'il y a eu des périodes où il y a eu une mutinerie des soldats pour dénoncer leurs conditions. Parce qu'il fut une période où, sous le régime de Blaise Compaoré, les militaires devaient acheter eux-mêmes leurs tenues. Leurs tenues. Même les chaussures. On voyait vraiment le soldat, on le voyait marcher avec vraiment des chaussures usées dans notre armée. Donc vous voyez que, avec ces caractéristiques-là d'une armée où règne la corruption, une armée formée de différents clans putschistes qui n'est même pas unie en fait, on ne réunit pas les conditions pour mener une guerre surtout asymétrique contre des groupes armés terroristes. Ce n'est pas un affrontement frontal. Ces gens, ils surgissent là, un autre jour, ils surgissent là, ainsi de suite. Donc nos armées n'ont pas véritablement une stratégie militaire pour faire face au problème de la lutte contre le terrorisme. À tel point qu'il y a plusieurs endroits où les populations elles-mêmes, quand elles observent des mouvements de groupes, ils alertent.
Ils alertent les garnisons militaires. Attention, nous on est sûr que notre village va être attaqué. Attention, on a vu passer dans les alentours du village des gens, nous sommes sûrs qu'ils appartiennent au groupe armé et qu'ils vont nous attaquer. Ils ne bougent pas. C'est arrivé plusieurs fois. Le mode opératoire, ils viennent constater quand le massacre est déjà connu. Et ça, ce n'est pas une seule fois, c'est arrivé mais plusieurs fois. À tel point que les populations, à un moment donné, étaient en révolte contre nos forces de défense et de sécurité. Donc voilà la situation. Et les gens, de plus en plus, disent, si vous n'êtes pas en mesure de les combattre, donnez-nous des armes. Il y a eu des manifestations, même dans des zones où il y a des populations déplacées internes, des manifestations où les gens ils avaient des pancartes, où ils disent l'armement au peuple. Parce que nous connaissons là où nous vivons, nous maîtrisons notre environnement, et si ces gens viennent pour nous attaquer et que nous sommes les mains nues, donnez-nous les armes, nous sommes capables de nous défendre. Parce qu'ils ont fait l'amer constat de l'inefficacité de nos armées. Aujourd'hui, ils disent l'armée monte en puissance. Parce que ils ont acquis des drones, ils achètent quelques avions, quelques hélicoptères, et surtout, ils ont l'espoir de s'adosser à la Russie, qui pense-t-il aime les Africains. La Russie, c'est différent de la France, donc on va s'adosser à la Russie. Peut-être qu'avec ça, on va vaincre le terrorisme. La Russie, c'est aussi un pays impérialiste. Le problème fondamental pour les peuples d'Afrique, ce n'est pas de changer de maître, c'est de refuser la domination tout court, de quelque puissance qu'elle soit. La Chine, la Grande-Bretagne, les États-Unis, toutes les grandes puissances, l'avenir pour nos peuples, c'est d'avoir leur pleine souveraineté, de ne pas dépendre de qui que ce soit pour les questions fondamentales de l'avenir du pays. Donc eux, ils veulent s'adosser à la Russie. Les Maliens aussi, c'est pareil. Maintenant, les Nigériens aussi. Tous les putschistes qui ont pris le pouvoir ces derniers temps font l'apologie de la Russie. L'argument, c'est de dire que avec eux, au moins, nous pouvons avoir des armes, mais avec la France, on ne pouvait pas. Mais ce n'est pas des philanthropes. Parce que souvent, ces armes, ils les acquièrent, mais en hypothéquant des ressources minières. C'est un marché aussi, c'est pas... On le voit en République centrafricaine, maintenant, les mines de diamants, d'uranium et tout ça, les Russes qui y sont. Donc fondamentalement, eux aussi sont là pour leurs intérêts. Voilà. Maintenant, par rapport à la France, évidemment, la France a été la puissance dominante depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Elle est encore la puissance dominante dans ces pays. Sur le plan économique, tous les secteurs stratégiques de l'économie, c'est contrôlé par des grandes maisons françaises, des grandes entreprises, qui sont là pour piller les ressources, ce n'est pas autre chose. Donc l'état de pauvreté dans lequel nous sommes, c'est lié à la domination. Par le système financier, par le système économique, ainsi de suite. Voilà ça. Mais en réalité, eux, ils n'ont vu que l'aspect militaire. Bien sûr, faire partie des bases militaires de notre pays, c'est bien. Parce qu'un pays qui est occupé militairement, il n'est pas souverain. Mais n'est pas souverain.
Mais en fait, c'est la mobilisation populaire qui a fait partir les bases militaires françaises. Parce que les gens ont fait le constat que quand la France dit qu'elle vient nous aider à lutter contre le terrorisme, les gens ont bien vérifié que ce n'est pas vrai. Parce que pendant toute la période où ils étaient là avec l'opération Serval, l'opération Barkhane, les terroristes continuaient de faire leur massacre et de passer impunément, massacrer les gens dans les villages sous l'œil complice de l'armée française présente. Ça, les populations l'ont vérifié. Ce qui explique le mouvement de protestation populaire de la jeunesse dans les villes, dans les campagnes, contre la présence militaire française dans nos pays. Mais ici, les médias ont présenté ça comme un sentiment anti-français. C'est complètement faux. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une mobilisation pour dénoncer la politique africaine de la France, de l'État français. La France-Afrique, avec ses réseaux mafieux, de pillage et tout ça, c'est contre ça que les populations manifestent dans les rues. Ce n'était pas une idée de dire tout Français est notre ennemi, non. Beaucoup de Français, beaucoup de Burkinabés, beaucoup de Maliens ont des amis français. Et d'ailleurs, pendant toute cette période-là, il y a des Français qui vivent dans nos pays. Personne n'a été les attaquer en tant que citoyens français. Mais par contre, la politique de Macron, de Bolloré, qui par ailleurs aussi suscite la colère légitime des travailleurs en France. Cette lutte-là, nous luttons contre les mêmes ennemis. Ceux qui pillent les travailleurs en France, qui exploitent les travailleurs, qui les jettent sur le pavé, voilà, c'est les mêmes qui oppriment les peuples d'Afrique. Voilà. Et voilà. Donc je termine, et c'est ça qui fonde la solidarité de lutte. Voilà. La solidarité des luttes entre les peuples d'Afrique et le peuple de France. On est sur ce chemin. Il nous reste à remercier Merci infiniment, vraiment, votre association ici de la diffusion de ces informations. Donc, je vous remercie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite aussi bientôt de voir sur notre site tous les événements que vous proposez. N'hésitez pas à laisser votre adresse.